Alors, pendant que Virginie tente de joindre Muriel de Rangervais, je vais vous lire, pour vous mettre l'eau à la bouche, un petit extrait de son roman Grandeur et misère des Caligny. Écoutez plutôt. Là est mort seul le comte Gabriel Ernaud de Caligny, non pas au XIXe siècle, mais le 10 janvier 2019. Une lignée prestigieuse et un passé valeureux, des faits d'armes comptés par des troubadours, des donjons moyenâgeux, des salons où comtesses et princes échangeaient des mots d'esprit, tout cela était contenu dans un seul nom, Gabriel Ernaud de Caligny. En d'autres temps, quand la noblesse incarnait l'honneur, la grâce et la dignité, quand il existait un trait d'union entre l'aristocratie romaine, la noblesse médiévale et les temps modernes, il eût été veillé, on eût allumé des cierges autour de son lit, disposé un bénitier, une branche de buis et un crucifix. Sa famille eût passé la nuit dans une chambre en prière, refusant de quitter le défunt. La nouvelle de son décès eût été annoncée dans les journaux. Marquises et comtes se fussent pressés à son enterrement. C'eût été un autre temps. Eh bien, c'est un aperçu de l'ouvrage de Muriel de Rangervais que nous allons recevoir aujourd'hui. Est-ce que Muriel est en ligne? Oui, je vous entends. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, Muriel de Rangervais. Je disais à nos auditeurs que vous êtes normalienne, que vous êtes agrégée et docteur en histoire, romancière, et que le roman que nous allons présenter aujourd'hui à nos auditeurs est, je crois, votre troisième roman, Grandeur et misère des Caligny. Alors, je vais vous poser une première question. Euh, Qu'est-ce qui a présidé à ce projet de roman qui est d'une puissante originalité? Oui, je vous entends. Bon, qu'est-ce qui a présidé à ce roman, au projet de ce roman, qui semble, pour le lecteur que je suis, la lectrice que je suis, euh, presque un petit peu autobiographique? Oui, oui, il y a une... Non, on n'a toujours pas le son. Peut-être peut-on vous appeler sur votre portable si vous le donnez à la technique. Ce sera peut-être plus facile. Donc, chers auditeurs, moi je vais essayer de vous résumer ce roman qui est en fait la narratrice, devenue noble par mariage, est issue, elle, de la classe moyenne. D'où un regard un peu distancé et lucide sur une caste ou ce qu'il en reste. Tout commence par l'arrivée de la narratrice dans la masure, où est mort, dans la plus crasseuse des misères, le comte Gabriel de Caligny. L'accompagne son époux Guillaume, le fils du défunt. Et voici un petit peu comment est décrit ce comte Gabriel de Caligny, qui en fait était le patriarche de cette longue lignée des comtes de Caligny. Et voici comment est décrit ce patriarche. Un homme au talent rare qui ne réussit jamais rien de grandiose, tour à tour impressionnant et ridicule, charmant et égocentrique, naïf et destructeur, cultivé et infantile, visionnaire et réactionnaire, artisan et poète. Malheureusement, il a une épouse, c'est un couple maudit.
Son épouse est une sotte euh, qui emprunte pour s'offrir des manteaux de fourrure, alors que ses enfants sont un peu des va-nu-pieds. Alors, a-t-on Muriel? Oui, Ah, tout à bon, fait. bon, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Oui, alors la question que je vous posais, chère Muriel de Rangervais, je posais la question de savoir si ce roman, qui est extrêmement vivant, acéré, euh, dans, dans sa description, dans l'observation des personnages, est-ce quelque part un peu autobiographique? Oui, alors il y a un point de départ qui est autobiographique, puisque j'ai aussi épousé un noble dont le père est mort à peu près à cette période-là, mais après, il y a l'imagination du romancier qui transforme les personnages, qui en ajoute, qui en retire. Donc c'est un petit peu du vécu. Vous êtes, Mhm. je vous dirais, je vais peut-être être un petit peu prosaïque, mais je vous dirais, vous êtes la pièce rapportée d'une Oui, famille de bien sûr. nobles. Oui, oui. Oui, comme moi j'ai vécu étant la pièce rapportée d'une famille de grands militaires. Voilà. Et donc, votre ouvrage est d'une puissante originalité et je voudrais vous poser une autre question. Vous êtes historienne. Euh, Comment se fait-il qu'à l'intérieur des 10 chapitres de cet ouvrage, nous avons toute une littérature française et étrangère? Alors, il y a 10 chapitres. Ce sont les 10 jours. Alors, l'originalité de l'ouvrage, en fait, on part du décès du patriarche de la famille. Et on vit les 10 jours qui succèdent à son décès, l'enterrement, le nettoyage de la maison, etc. Et à chaque chapitre, il y a en exergue un passage littéraire. Euh, Qu'est-ce qui vous a incité à, à procéder ainsi? Euh, Parce que ce n'est pas qu'un roman, en fin de compte, cet ouvrage. C'est c'est aussi un travail de réflexion pour le lecteur. Mhm. La littérature est très présente. Euh, alors j'imagine que ça a été tout un travail de réflexion pour vous aussi. Comment avez-vous procédé? En fait, voilà, la conception de la littérature, c'est aussi que le travail de réflexion qui a été mené par les auteurs précédents, les sujets qui les ont touchés il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles, Oui. est toujours valable aujourd'hui et nous permet d'éclairer les situations présentes. Vous avez dit que j'étais historienne, je suis entrée à Normal Sup en hellénisme et en latinisme. Donc, voilà, j'étais nourrie de cette conviction profonde que la littérature des siècles passés, même antérieure à nous, d'une vingtaine de siècles, dit les choses de manière extrêmement puissante, extrêmement juste, qu'il n'y a pas d'écart temporel qui ferait que une situation décrite par ou par un auteur latin ne s'appliquerait pas à nous. Tout s'applique de la même manière parce que ce qui régit finalement les relations humaines, ce sont toujours les caractères, les passions des hommes, nos travers, parfois nos qualités. Et cela ne changera pas, ça ne change pas aujourd'hui et ça ne changera jamais. Alors on y... C'est ce qu'on lit en fait qui nourrit notre pensée d'aujourd'hui. Oui. Et les auteurs que je cite sont ceux qui m'accompagnent. Voilà. Alors c'est devant les yeux que je relis de manière fréquente. Voilà. Et avec eux, et il y a une parenté qui est évidente dans les situations. C'est-à-dire que l'intérêt de ce roman est aussi extrêmement littéraire parce que vous nous renvoyez à chaque chapitre à un auteur. Alors je cite Jean Richepin, qu'on n'entend plus beaucoup, qu'on ne lit plus beaucoup.
je cite Sophocle, Baudelaire, John Donne. On y trouve John Donne. Georges Perec, Zola, Balzac, Dante, Proust, Mauriac, Boileau. On y trouve même Pasolini. Et c'est d'autant plus intéressant que alors, je ne veux pas déflorer l'ouvrage et le roman. Le roman, c'est le roman d'une déchéance, en fait. La déchéance d'une famille. Volontaire ou pas. Ça, après, il appartient au lecteur de prendre sa position. Et donc, C'est aussi le roman de la déchéance d'une classe sociale. À travers cette le roman de la déchéance d'une classe sociale. la déchéance d'une classe sociale. Oui. Oui. C'est ce qu'est aujourd'hui l'aristocratie. Est-ce qu'il faut généraliser? Mm. Oui. Ah. J'aimerais vous dire non. En fait, je suis frappée par la difficulté de cette classe de conserver sa propre exigence de grandeur morale, de dignité, de culture, aussi de respect de la religion, dans l'époque que nous vivons. C'est-à-dire que on voit bien autour de nous le déclin général, manque d'exigence, le déclin de la langue, la grandeur morale des gens. Et l'aristocratie, la noblesse, devrait, à mon sens, rester le gardien de toutes ces formes d'exigence, de toutes ces ambitions assignées à l'être humain. Et je crois que ce roman-là aussi, c'est le fait que je leur en veux, en fait. Il devrait continuer à rester un modèle. Moi, je suis une fille de classe moyenne, et il faut qu'il y ait des gens qui nous montrent le beau et le grand. Voilà. Et s'il n'y a plus de modèle, toute la société s'effondre. Oui. L'aristocratie succombe parfois aux délices du matérialisme, de la poursuite de l'argent. Il est certain que nos sociétés ont complètement perdu leur valeur. Et on peut effectivement en vouloir plus à ceux qui avaient, à qui on avait déjà transmis ces valeurs et qui ne les transmettent plus. C'est ça. Il y a un devoir de transmission qui n'est plus rempli. Oui. Là, ça transparaît alors dans votre ouvrage, mais ce qui transparaît aussi très fort, c'est indépendamment de ce couple qui est maudit, parce qu'en réalité, on a affaire à un couple maudit. Mais ce qui transparaît aussi, c'est les petites mesquineries familiales, les fâcheries, les secrets bien gardés que l'on a dans toutes les familles, et pas forcément aristocratiques d'ailleurs. Non, pas du tout. Oui. Et c'est l'intérêt de l'ouvrage, parce que je pense que si vous voulez, là, vous en tant que narratrice, votre ouvrage n'est pas qu'un roman, c'est aussi une analyse sociale extrêmement intéressante sur nos sociétés. On pourrait presque dire la même chose de la grande bourgeoisie, qui effectivement... Je suis d'accord avec vous. Oui. Et alors, vous défaites tous les nœuds. C'est pour ça qu'il est très fort, ce roman. Parce qu'en fait, vous êtes une observatrice et une analyse. Vous ne portez pas de jugement, vous analysez. Enfin, c'est la perception que j'ai de cet ouvrage qui va au-delà de l'histoire romancée. Elle pose un problème social, effectivement. Et la fin, le dernier chapitre est terrible, parce que la narratrice, après avoir vécu ces 10 jours extrêmement rudes, très difficiles à vivre, un arrachement total, se pose même la question de sa propre liberté à elle. Et là, ça va très loin. Parce que elle a même... Alors, est-ce que je me trompe quand je vous dis qu'elle a même...
elle se pose la question même de savoir si euh, le comte de Caligny, le dernier comte qui a mis fin à cette famille, volontairement, n'a pas eu quelque part un peu raison. Mm, mm, Au nom de quoi? Au nom d'une liberté individuelle. Alors, c'est l'égoïsme, c'est l'absence de suite, et elle se pose la question, est-ce que ça va pas être à elle de continuer, justement? mm. La Euh, responsabilité de la transmission. oui, oui. Alors, Au fond de soi, voilà, on est devenu responsable et on est chargé de leur transmettre quelque chose. oui, et alors cette famille, effectivement, n'a pas su transmettre à ses propres enfants, puisque leur égocentrisme et le fait qu'ils ont dilapidé toute la fortune, ils ont... Et vous vous posez la question de savoir si le fils, celui qui est donc le mari de la narratrice, euh, va pouvoir continuer ou pas, ou s'il peut pas déjà. Pour les générations suivantes, la question se pose. Enfin, on voit évoluer. Oui, mais vous Et, là, appelez... et c'est là finalement tout l'intérêt des pièces rapportées. Parce que Ah, finalement, le flambeau est repris par ceux qui croient à cette grandeur. Parce que, voilà, alors ça me fait plaisir que vous le disiez, parce que c'est ce qui... Ça n'est pas dit dans le roman, mais on l'imagine. On l'imagine, et effectivement, euh, c'est celle qui n'est pas de sang noble qui va peut-être sauver la situation et les choses. C'est assez extraordinaire. Alors, euh, dans ce livre, on va très loin. On va dans le détail de toutes ces familles qui ont accumulé meubles, objets d'art, argenterie. Il y a tout un passage sur ce qui reste de l'argenterie familiale, avec les armoiries, avec les initiales, etc. Euh, c'est là où je pense que probablement c'est quelque chose que vous avez vécu, ou que vivent certains dans les familles, dans les grandes maisons de famille, on retrouve tout ça. Mhm. Et ça s'est accumulé, on se pose la question de savoir que va-t-on en faire. C'est toujours le même. Et ça apparaît très fort dans l'ouvrage. Euh, vous l'avez écrit pour passer quel message vous voulez passer euh, à travers ce roman? Il faut toujours conserver le sens de l'exigence. Le Parce que finalement, sens c'est de l'exigence. C'est-à-dire de... que c'est pas une question de classe sociale. C'est pas une question je crois beaucoup à la liberté de l'individu. Je pense que c'est une question de volonté personnelle. Finalement, pas que chacun de nous de prendre sa part. Oui. Et ne serait-ce que continuer à faire vivre la littérature et à lire des livres. Alors, vous en venez Qui peut sauver effectivement... notre pays. On revient à la littérature, effectivement. Et c'est pour ça que cet ouvrage a un grand intérêt, parce que, indépendamment du sujet très sociologique, hein, le déclin, la permanence de la noblesse contemporaine, il y a des références littéraires qui sont extrêmement intéressantes pour nos auditeurs. C'est un peu aussi pour ça que j'ai eu envie de parler avec vous de cet ouvrage. Mais quelque part aussi, je voudrais vous dire, parce que vous êtes assez négative sur le destin de l'aristocratie française, il y a quand même des situations où le flambeau continue quand même. Mhm. Hein, faut pas tout négativer. Oui, oui.
je regardais, je vous cite un exemple qui m'est très proche là pour l'instant, parce que j'écrivais l'autre jour une chronique sur euh, Metterlink, Mhm. qui un temps avait acquis le château de Médan dans les Mhm. Yvelines. Ce château a été complètement ruiné pendant la guerre. Metterlink s'en est d'ailleurs désintéressé. Il l'a abandonné, alors que c'était un foyer littéraire énorme à l'époque. Ils avaient fait, avec son épouse, ils avaient fait une salle de théâtre où ils avaient produit L'Oiseau Bleu, vous savez, ce conte féerique. Et il s'est trouvé que la veuve de Metterlink l'a vendu à l'époque à Serge Smadja, qui était le directeur de Combat, qui en a fait un lieu où il éditait son journal. Enfin, c'était une catastrophe. Oui, mais il y a quelques années, une famille aristocratique que je ne citerai pas Mhm. l'a racheté et en a fait un lieu des plus merveilleux. Visité, c'est devenu une maison d'écrivain, c'est magnifique. Donc tout n'est pas négatif quand même. Oui, oui. Voilà. Beau signe d'espoir. Oui, il y a des signes d'espoir. Mhm. Et je vois aussi, si vous voulez, que euh, disons, moi je réside en Périgord, dans tous nos châteaux du Périgord, nous avons quand même des aristocrates qui tiennent encore la route aussi. Mhm. Alors, dans ce livre, c'est tout de même assez spécifique parce que ce couple, ce comte et sa femme, euh, ils sont un peu diaboliques, quelque part. Ils ne pensent qu'à eux, en réalité. Ils sont égoïstes. Voilà, ils sont Et égoïstes. Peut-être pas parce qu'il y aurait une intention de faire le mal. ils ne Ils sont tiennent égoïstes et insouciants. Voilà. égoïstes et insouciants. Oui. Je pense pas qu'ils voulaient faire le mal. Non, Ils s'occupent peu de leurs enfants. Leurs enfants et seuls. Ils sont oui, insouciants. Voilà. oui. Et donc, euh, il laisse aller, il dilapide tout. Mm, mm, mm. Et surtout, pas de transmission. Mais je ne parle pas de transmission pécuniaire, hein. Mhm. En fait, c'est une transmission de valeurs morales. Oui, oui, mon propos n'est pas quelconque, hein, mais vraiment, oui, valeur familiale. Mm. Alors, écoutez, il nous reste quelques 4 minutes. Euh, je voudrais vous poser une autre question, puisque nous avons Mhm. la chance de vous avoir en ligne. Vous vous êtes intéressé, dans vos ouvrages, à Richard Millet. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi. Ah, oh, bah, la réponse est simple et évidente parce que je pense que c'est sûrement notre plus grand écrivain français contemporain. Voilà, je regarde ma bibliothèque en le disant et je regarde tous les livres de lui qui sont alignés. Et, voilà, Vous considérez c'est une évidence. que c'est notre plus grand écrivain actuel? Ah oui, oui, c'est aussi le seul qui a cette exigence de maintenir la langue. Euh, Ils appellent ça le sentiment de la langue, c'est très beau, c'est-à-dire de maintenir la langue à un niveau d'exigence qui fait, voilà, qui fait la grandeur du français, qui fait la grandeur de la littérature. Oui. Et vous le suivez de près. Oui, comme on suit un écrivain qu'on admire, bien sûr. Oui. Il avait écrit un essai au moment de l'affaire Richard Millet. Oui, oui, nous Pour l'avions voilà, dénoncer la chasse à l'homme. Oui. Je crois qu'il vient d'écrire un nouvel ouvrage, là, récemment. Oui, Euh, il a écrit un nouveau roman. voilà. Donc, vous le suivez de près. Et est-ce que vous avez d'autres projets de romans ou d'ouvrages? Oui, je continue à écrire. Alors, c'est très difficile d'être publié quand on a cette exigence de la langue et de la littérature, parce que voilà, la grande littérature ne se vend pas. Oui. Donc, C'est pour ça qu'on qu'on vous a invité. Aussi, parce qu'il y a une voilà. grande qualité littéraire dans votre dernier roman, là, Grandeur et misère des Caligny. Voilà. Et nous espérons peut-être vous réinviter à une autre occasion. Euh,
nous avons eu une écoute un petit peu difficile. Je voudrais vous remercier et puis recommander donc à nos auditeurs l'ouvrage de Muriel de Rangervais, Grandeur et misère des Caligny, aux éditions La Mouette de Minerve. Et je recommande les éditions La Mouette de Minerve, qui publient des ouvrages triés sur le volet et dont l'accueil est toujours extrêmement sympathique. Voilà. Merci Muriel de Rangervais. Bon, merci. À bientôt.